Histoire extraordinaire, écrite par Edgar Allan Poe, traduction par Charles Baudelaire, lu par Équilivre, livre audio. La lettre volée, suite. Mais il erre sans cesse par trop de profondeur ou par trop de superficialité, pour le cas en question. Et plus d'un écolier raisonnerait mieux que lui. J'ai connu un enfant de 8 ans dont l'infaillibilité au jeu de pair ou impair faisait l'admiration universelle. Ce jeu est simple, on y joue avec des billes. L'un des joueurs tient dans sa main un certain nombre de ces billes et demande à l'autre « pair ou non ?» Si celui-ci devine juste, il gagne une bille. S'il se trompe, il en perd une. L'enfant dont je parle gagnait toutes les billes de l'école. Naturellement, il avait un mode de divination, lequel consistait dans la simple observation et dans l'appréciation de la finesse de ses adversaires, supposant que son adversaire soit un parfait nigaud, et levant sa main fermée, lui demande pair ou impair. Notre écolier répond impair, et il a perdu. Mais à la seconde épreuve, il gagne, car il se dit en lui-même « le niais avait mis pair la première fois, et toute sa ruse ne va qu'à lui faire mettre impair la seconde, je dirai donc impair. » Il dit impair et il gagne. Maintenant, avec un adversaire un peu moins simple, il aurait raisonné ainsi. Ce garçon voit que, dans le premier cas, j'ai dit impair, et dans le second, il se proposera, c'est la première idée qui se présentera à lui, une simple variation de pair à impair, comme a fait le premier bêta. Mais une seconde réflexion lui dira que c'est là un changement trop simple, et finalement il se décidera à mettre pair comme la première fois. Je dirai donc pair, il dit pair, et il gagne. Maintenant, ce mode de raisonnement de notre écolier que ses camarades appellent la chance, en dernière analyse, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, dis-je, une identification de l'intellect de notre raisonnement avec celui de son adversaire. C'est cela même, dit Dupin. Et quand je demandai à ce petit garçon par quel moyen il effectuait cette parfaite identification qui faisait tout son succès, il me fit la réponse suivante. Quand je veux savoir jusqu'à quel point quelqu'un est circonspect ou stupide, jusqu'à quel point il est bon ou méchant, ou quelles sont actuellement ses pensées, je compose mon visage d'après le sien, aussi exactement que possible, et j'attends alors pour savoir quelles pensées ou quels sentiments naîtront dans mon esprit ou dans mon cœur, comme pour s'appareiller et correspondre avec ma physionomie. Cette réponse de l'écolier enfonce de beaucoup toute la profondeur sophistique attribuée à La Rochefoucauld, à La Bruyère, à Machiavel et à Campanella. Et l'identification de l'intellect du raisonneur avec celui de son adversaire dépend, si je vous comprends bien, de l'exactitude avec laquelle l'intellect de l'adversaire est apprécié. Pour la valeur pratique, c'est en effet la condition, répliqua Dupin, et si le préfet et toute sa bande se sont trompés si souvent, c'est d'abord faute de cette identification, en second lieu par une appréciation inexacte, ou plutôt par la non-appréciation de l'intelligence avec laquelle ils se mesurent. Ils ne voient que leurs propres idées ingénieuses, et quand ils cherchent quelque chose de caché, ils ne pensent qu'aux moyens dont ils se seraient servis pour le cacher. Ils ont fortement raison en cela que leur propre ingéniosité est une représentation fidèle de celle de la foule. Mais quand il se trouve un malfaiteur particulier dont la finesse diffère en espèces de la leur, ce malfaiteur naturellement les roule. Cela ne manque jamais quand son astuce est au-dessus de la leur, et cela arrive très fréquemment, même quand elle est au-dessous. Ils ne varient pas leur système d'investigation, tout au plus, quand ils sont incités par quelque cas insolite, par quelque récompense extraordinaire, ils exagèrent et poussent à outrance leur vieille routine, mais ils ne changent rien à leurs principes. Dans le cas de D, par exemple, qu'a-t-on fait pour changer le système d'opération? Qu'est-ce que c'est que toutes ces perforations, ces fouilles, ces sondes, cet examen au microscope, cette division des surfaces en pouces carrés numérotés? Qu'est-ce que tout cela si ce n'est pas l'exagération, dans son application, d'un des principes ou de plusieurs principes d'investigation, qui sont basés sur un ordre d'idées relatives à l'ingéniosité humaine, et dont le préfet a pris l'habitude dans la longue routine de ses fonctions? Ne voyez-vous pas qu'il considère comme chose démontrée que tous les hommes qui veulent cacher une lettre se servent, si ce n'est précisément d'un trou fait à laverie dans le pied d'une chaise,
au moins de quelques trous, de quelques coins tout à fait singuliers dont ils ont puisé l'invention dans le même registre d'idées que le trou fait avec une vrille. Et ne voyez-vous pas aussi que des cachettes aussi originales ne sont employées que dans des occasions ordinaires, et ne sont adoptées que par des intelligences ordinaires, car dans tous les cas d'objets cachés, cette manière ambitieuse et torturée de cacher l'objet est dans le principe présumable et présumé. Ainsi la découverte ne dépend nullement de la perspicacité, mais simplement du soin, de la patience et de la résolution des chercheurs. Mais quand le cas est important, ou ce qui revient aux mêmes yeux de la police quand la récompense est considérable, on voit toutes ces belles qualités échouer infailliblement. Vous comprenez maintenant ce que je voulais dire en affirmant que si la lettre volée avait été cachée dans le rayon de la perquisition de notre préfet, en d'autres termes, si le principe inspirateur de la cachette avait été compris dans les principes du préfet, il l'eût infailliblement découverte. Cependant, ce fonctionnaire a été complètement mystifié, et la cause première, originelle de sa défaite, gît dans la supposition que le ministre est un fou, parce qu'il s'est fait une réputation de poète. Tous les fous sont poètes, c'est la manière de voir du préfet. Et il n'est coupable que d'une fausse distribution du terme moyen, en inférant de là que tous les poètes sont fous. Mais est-ce vraiment le poète, demandai-je. Je sais qu'ils sont deux frères, et ils se sont fait tous deux une réputation dans les lettres. Le ministre, je crois, a écrit un livre fort remarquable sur le calcul différentiel et intégral. Il est le mathématicien, et non pas le poète. Vous vous trompez, je le connais fort bien. Il est poète et mathématicien. Comme poète et mathématicien, il a dû raisonner juste. Comme simple mathématicien, il n'aurait pas raisonné du tout, et se serait ainsi mis à la merci du préfet. Une pareille opinion, dis-je, est faite pour m'étonner. Elle est démentie par la voix du monde entier. Vous n'avez pas l'intention de mettre à néant l'idée mûrie par plusieurs siècles. La raison mathématique est depuis longtemps regardée comme la raison par excellence. Il y a à parier, répliqua Dupin en citant Chamfort, que toute idée politique, toute convention reçue est une sottise, car elle a convenu au plus grand nombre. Les mathématiciens, je vous accorde cela, ont fait de leur mieux pour propager l'erreur populaire dont vous parlez, et qui, bien qu'elle ait été propagée comme vérité, n'en est pas moins une parfaite erreur. Par exemple, ils nous ont, avec un art digne d'une meilleure cause, accoutumés à appliquer le terme analyse aux opérations algébriques. Les Français sont les premiers coupables de cette tricherie scientifique. Mais si l'on reconnaît que les termes de la langue ont une réelle importance, si les mots tirent leur valeur de leur application, oh alors je concède qu'analyse traduit algèbre, à peu près comme en latin ambitus signifie ambition, religio religion, ou homines honesti la classe des gens honorables. Je vois, dis-je, que vous allez vous faire une querelle avec un bon nombre d'algébristes de Paris, mais continuez. Je conteste la validité et conséquemment les résultats d'une raison cultivée par tout procédé spécial autre que la logique abstraite. Je conteste particulièrement le raisonnement tiré de l'étude des mathématiques. Les mathématiques sont la science des formes et des qualités. Le raisonnement mathématique n'est autre que la simple logique appliquée à la forme et à la quantité. La grande erreur consiste à supposer que les vérités qu'on nomme purement algébriques sont des vérités abstraites ou générales. Et cette erreur est si énorme que je suis émerveillé de l'unanimité avec laquelle elle est accueillie. Les axiomes mathématiques ne sont pas des axiomes d'une vérité générale. Ce qui est vrai d'un rapport de forme ou de quantité est souvent une grosse erreur relativement à la morale, par exemple. Dans cette dernière science, il est très communément faux que la somme des fractions soit égale au tout. De même en chimie, l'axiome a tort. Dans l'appréciation d'une force motrice, il a également tort, car deux moteurs, chacun étant d'une puissance donnée, n'ont pas nécessairement, quand ils sont associés, une puissance égale à la somme de leurs puissances prises séparément. Il y a une foule d'autres vérités mathématiques qui ne sont des vérités que dans les limites de rapport, mais le mathématicien argumente incorrigiblement d'après ces vérités finies, comme si elles étaient d'une application générale et absolue.
valeur que d'ailleurs le monde leur attribue. Bryant, dans sa très remarquable mythologie, mentionne une source analogue d'erreur quand il dit que bien que personne ne croie aux fables du paganisme, cependant nous nous oublions nous-mêmes sans cesse au point d'en tirer des déductions, comme si elles étaient des réalités vivantes. Il y a d'ailleurs, chez nos algébristes, qui sont eux-mêmes des païens, de certaines fables païennes auxquelles on ajoute foi, et dont on a tiré des conséquences non pas tant par une absence de mémoire que par un incompréhensible trouble du cerveau. Bref, je n'ai jamais rencontré de purs mathématiciens en qui on put avoir confiance en dehors de ses racines et de ses équations. Je n'en ai pas connu un seul qui ne tint pas clandestinement pour article de foi que x au carré plus px est absolument et inconditionnellement égal à q. Dites à un de ces messieurs en matière d'expérience, si cela vous amuse, que vous croyez à la possibilité de cas où x au carré plus px ne serait pas absolument égal à q. Et quand vous lui aurez fait comprendre ce que vous voulez dire, mettez-vous hors de sa portée et le plus lestement possible, car sans aucun doute, il essaiera de vous assommer. Je veux dire, continua Dupin, pendant que je me contentais de rire de ces dernières observations, que si le ministre n'avait été qu'un mathématicien, le préfet n'aurait pas été dans la nécessité de me souscrire ce billet. Je le connaissais pour un mathématicien et un poète, et j'avais pris mes mesures en raison de sa capacité, et en tenant compte des circonstances où il se trouvait placé. Je savais que c'était un homme de cour, et un intrigant déterminé. Je réfléchis qu'un pareil homme devait indubitablement être au courant des pratiques de la police. Évidemment, il devait avoir prévu, et l'événement l'a prouvé, les guet-apens qui lui ont été préparés. Je me dis qu'il avait prévu les perquisitions secrètes dans son hôtel. Ces fréquentes absences nocturnes que notre bon préfet avait saluées comme des adjuvants positifs de son futur succès, je les regardais simplement comme des ruses pour faciliter les libres recherches de la police et lui persuader plus facilement que la lettre n'était pas dans l'hôtel. Je sentais aussi que toute la série d'idées relatives aux principes invariables de l'action policière dans le cas de perquisition, idées que je vous expliquerai tout à l'heure, non sans quelque peine, je sentais, dis-je, que toute cette série d'idées avait dû nécessairement se dérouler dans l'esprit du ministre. Cela devait impérativement le conduire à dédaigner toutes les cachettes vulgaires. Cet homme-là ne pouvait être assez faible pour ne pas deviner que la cachette la plus compliquée, la plus profonde de son hôtel serait aussi peu secrète qu'une antichambre ou une armoire pour les yeux, les sondes, les vrilles et les microscopes du préfet. Enfin, je voyais qu'il avait dû viser nécessairement à la simplicité. Il n'y avait pas été induit par un goût naturel. Vous vous rappelez sans doute avec quel éclat de rire le préfet accueillit l'idée que j'exprimais dans notre première entrevue, à savoir que si le mystère l'embarrassait si fort, c'était peut-être en raison de son absolue simplicité. Oui, dis-je, je me rappelle parfaitement son hilarité. Je croyais vraiment qu'il allait tomber dans des attaques de nerfs. Le monde matériel, continua Dupin, est plein d'analogies exactes avec l'immatériel, et c'est ce qui donne une couleur de vérité à ce dogme de rhétorique, qu'une métaphore ou une comparaison peut fortifier un argument aussi bien qu'embellir une description. Le principe de la force d'inertie, par exemple, semble identique dans les deux natures, physique et métaphysique. Un gros corps est plus difficilement mis en mouvement qu'un petit, et sa quantité de mouvement est en proportion de cette difficulté. Voilà qui est aussi positif que cette proposition analogue. Les intellects d'une vaste capacité, qui sont en même temps plus impétueux, plus constants et plus accidentés dans leurs mouvements que ceux d'un degré inférieur, sont ceux qui se meuvent le moins aisément, et qui sont les plus embarrassés d'hésitation quand ils se mettent en marche. Autre exemple. Avez-vous jamais remarqué quelles sont les enseignes de boutique qui attirent le plus l'attention? Je n'ai jamais songé à cela, dis-je. Il existe, reprit Dupin, un jeu de divination qu'on joue avec une carte géographique. Un des joueurs prie quelqu'un de deviner un mot donné, un nom de ville, de rivière, d'état ou d'empire. Enfin, un mot quelconque, compris dans l'étendue bigarrée et embrouillée de la carte. Une personne novice, dans le jeu, cherche en général à embarrasser ses adversaires, en leur donnant à deviner des noms écrits en caractères imperceptibles. Mais les adeptes du jeu choisissent des mots en gros caractères, qui s'étendent d'un bout de la carte à l'autre,
Ces mots-là, comme les enseignes et les affiches à lettres énormes, échappent à l'observateur par le fait même de leur excessive évidence. Et ici, l'oubli matériel est précisément analogue à l'inattention morale d'un esprit qui laisse échapper les considérations trop palpables, évidentes jusqu'à la banalité et l'importunité. Mais c'est là un cas à ce qu'il semble un peu au-dessus ou au-dessous de l'intelligence du préfet. Il n'a jamais cru probable ou possible que le ministre eût déposé sa lettre juste sous le nez du monde entier, comme pour mieux empêcher un individu quelconque de l'apercevoir. Mais plus je réfléchissais à l'audacieux, au distinctif et brillant esprit de D, à ce fait qu'il avait toujours dû avoir le document sous la main pour en faire immédiatement usage, si besoin était, et à cet autre fait que d'après la démonstration décisive fournie par le préfet, ce document n'était pas caché dans les limites d'une perquisition ordinaire et en règle, plus je me sentais convaincu que le ministre, pour cacher sa lettre, avait eu recours à l'expédient le plus ingénieux du monde, le plus large, qui était de ne pas même essayer de la cacher. Pénétré de ces idées, j'ajustai sur mes yeux une paire de lunettes vertes, et je me présentai un beau matin, comme par hasard, à l'hôtel du ministre. Je trouve D chez lui, bâillant, flânant, musant, et se prétendant accablé d'un suprême ennui. D est peut-être l'homme le plus réellement énergique qui soit aujourd'hui, mais c'est seulement quand il est sûr de n'être vu de personne. Pour n'être pas en reste avec lui, je me plaignais de la faiblesse de mes yeux, et de la nécessité de porter des lunettes, mais derrière ces lunettes, j'inspectais soigneusement et minutieusement tout l'appartement, en faisant semblant d'être tout à la conversation de mon hôte. Je donnai une attention spéciale à un vaste bureau auprès duquel il était assis, et sur lequel gisaient pêle-mêle des lettres diverses et d'autres papiers, avec un ou deux instruments de musique et quelques livres. Après un long examen, fait à loisir, je n'y vis rien qui pût exciter particulièrement mes soupçons. À la longue, mes yeux, en faisant le tour de la chambre, tombèrent sur un misérable porte-cartes, orné de clinquants, et suspendu par un ruban bleu crasseux à un petit bouton de cuivre au-dessus du manteau de la cheminée. Ce porte-cartes, qui avait 3 ou 4 compartiments, contenait 5 ou 6 cartes de visite et une lettre unique. Cette dernière était fortement salie et chiffonnée. Elle était presque déchirée en deux par le milieu, comme si on avait eu d'abord l'intention de la déchirer entièrement, ainsi qu'on fait d'un objet sans valeur, mais on avait vraisemblablement changé d'idée. La suscription était une écriture de femme très fine. On l'avait jetée négligemment, et même à ce qu'il semblait assez dédaigneusement, dans l'un des compartiments supérieurs du porte-cartes. À peine eus-je jeté un coup d'œil sur cette lettre que je conclus que c'était celle dont j'étais en quête. Évidemment, elle était par son aspect absolument différente de celle dont le préfet nous avait lu une description si minutieuse. Ici, le sceau était large et noir, avec le chiffre de D. Dans l'autre, il était petit et rouge, avec les armes ducales de la famille S. Ici, la suscription était d'une écriture menue et féminine. Dans l'autre, l'adresse portant le nom d'une personne royale était d'une écriture hardie, décidée et caractérisée. Les deux lettres ne se ressemblaient qu'en un point, la dimension. Mais le caractère excessif de ces différences fondamentales en somme, la saleté, l'état déplorable du papier, fripé et déchiré, qui contredisait les véritables habitudes de D si méthodiques et qui dénonçait l'intention de dérouter un indiscret en lui offrant toutes les apparences d'un document sans valeur, tout cela en y ajoutant la situation imprudente du document, mis en plein sous les yeux de tous les visiteurs, et concordant ainsi exactement avec mes conclusions antérieures. Tout cela, dis-je, était fait pour corroborer décidément les soupçons de quelqu'un venu avec le parti pris du soupçon. Je prolongeai ma visite aussi longtemps que possible, et tout en soutenant une discussion très vive avec le ministre sur un point que je savais être pour lui d'un intérêt toujours nouveau, je gardai invariablement mon attention braquée sur la lettre. Tout en faisant cet examen, je réfléchissais sur son aspect extérieur, et sur la manière dont elle était arrangée dans le porte-cartes, et à la longue, je tombai sur une découverte qui mit à néant le léger doute qui pouvait me rester encore. En analysant les bords du papier, je remarquai qu'ils étaient plus éraillés que nature.
Il présentait l'aspect cassé d'un papier dur qui, ayant été plié et foulé par le couteau à papier, a été replié dans le sens inverse, mais dans les mêmes plis qui constituaient sa forme première. Cette découverte me suffisait. Il était clair pour moi que la lettre avait été retournée comme un gant, repliée et recachetée. Je souhaitai le bonjour au ministre, et je pris soudainement congé de lui, en oubliant une tabatière en or sur son bureau. Le matin suivant, je vins pour chercher ma tabatière, et nous reprîmes très vivement la conversation de la veille. Mais pendant que la discussion s'engageait, une détonation très forte, comme un coup de pistolet, se fit entendre sous les fenêtres de l'hôtel, et fut suivie des cris et des vociférations d'une foule épouvantée. D se précipita vers une fenêtre, l'ouvrit et regarda dans la rue. En même temps, j'allai droit aux porte-cartes, je pris la lettre, je la mis dans ma poche, et je la remplaçai par une autre, une espèce de fac-similé, quant à l'extérieur, que j'avais soigneusement préparé chez moi, en contrefaisant le chiffre de D à l'aide d'un seau de mie de pain. Le tumulte de la rue avait été causé par le caprice insensé d'un homme armé d'un fusil. Il avait déchargé son arme au milieu d'une foule de femmes et d'enfants, mais comme elle n'était pas chargée à balles, on prit ce drôle pour un lunatique ou un ivrogne, et on lui permit de continuer son chemin. Quand il fut parti, D se retira de la fenêtre, où je l'avais suivi immédiatement après m'être assuré de la précieuse lettre. Peu d'instants après, je lui dis adieu. Le prétendu fou était un homme payé par moi. Mais quel était votre but, demandai-je à mon ami en remplaçant la lettre par une contrefaçon. N'eût-il pas été plus simple, dès votre première visite, de vous en emparer sans autre précaution et de vous en aller? D répliqua Dupin est capable de tout, et de plus, c'est un homme solide. D'ailleurs, il a dans son hôtel des serviteurs à sa dévotion. Si j'avais fait l'extravagante tentative dont vous parlez, je ne serais pas sorti vivant de chez lui. Le bon peuple de Paris n'aurait plus entendu parler de moi. Mais à part ces considérations, j'avais un but particulier. Vous connaissez mes sympathies politiques. Dans cette affaire, j'agis comme partisan de la dame en question. Voilà 18 mois que le ministre la tient en son pouvoir. C'est elle maintenant qui le tient puisqu'il ignore que la lettre n'est plus chez lui, et qu'il va vouloir procéder à son chantage habituel. Il va donc infailliblement opérer lui-même et du premier coup sa ruine politique. Sa chute ne sera pas moins précipitée que ridicule. On parle fort lestement du facilis descendus Averni. Mais en matière d'escalade, on peut dire ce que la Catalanie disait du chant. Il est plus facile de monter que de descendre. Dans le cas présent, je n'ai aucune sympathie, pas même de pitié pour celui qui va descendre. D, c'est le vrai monstrum orandum, un homme de génie sans principe. Je vous avoue cependant que je ne serais pas fâché de connaître le caractère exact de ses pensées. Quand mis au défi par celle que le préfet appelle une certaine personne, il sera réduit à ouvrir la lettre que j'ai laissée pour lui dans son porte-cartes. Comment? Est-ce que vous y avez mis quelque chose de particulier? Mais il ne m'a pas semblé tout à fait convenable de laisser l'intérieur en blanc. Cela aurait eu l'air d'une insulte. Une fois, à Vienne, D m'a joué un vilain tour, et je lui dis d'un ton tout à fait gai que je m'en souviendrai. Aussi, comme je savais qu'il éprouverait une certaine curiosité relativement à la personne par qui il se trouvait joué, je pensai que ce serait vraiment dommage de ne pas lui laisser un indice quelconque. Il connaît fort bien mon écriture, et j'ai copié tout au beau milieu de la page blanche ces mots. Un destin si funeste, s'il n'est digne d'attrait, est digne de Thieste. Vous trouverez cela dans l'attrait de Crébillon.